Vladimir Poutine devrait décrocher son téléphone lundi. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va lui passer un coup de téléphone. C'est Monsieur Trump. Alors on va rembobiner assez rapidement. Tout a commencé le 9 mai sur la place Rouge, un grand défilé. Puis le 10 mai à Kiev, les Européens qui paradent. On va appliquer des sanctions à la Russie, on a l'appui américain, et puis Poutine qui contre-propose. Et si on ouvrait des négociations à Istanbul, et puis M. Zelensky qui se rend à Ankara, esseulé parce que Poutine n'y est pas, et Trump qui dit « Bon, c'est avec moi que ça va se régler, je vais appeler Poutine dès lundi ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Dernier épisode, on va écouter Vladimir Poutine. Il en profite, il pose ses conditions avant le coup de fil. Nous disposons de suffisamment de forces et de ressources pour mener à bien ce qui a été commencé en 2022, avec le résultat dont la Russie a besoin. Ce résultat est l'élimination des causes qui ont mené à cette crise. La création de conditions pour une paix durable, garantir la sécurité de l'État russe et garantir les intérêts de notre peuple dans ces territoires dont nous parlons toujours, où vivent des gens qui considèrent le russe comme leur langue maternelle et qui considèrent la Russie comme leur patrie. Alors pour comprendre en fait ce qui a été dit, on va prendre la direction de Moscou. On va retrouver notre correspondante sur place, Anissa El Jabri. Bonjour. Vraiment faites-nous les sous-titres pour nos téléspectatrices, nos téléspectateurs. La psyché du côté du Kremlin, ça veut dire quoi ? Résoudre les causes profondes du conflit ? Bon, en réalité, c'est une rhétorique qui est celle qu'on entend depuis même avant l'entrée des soldats russes en Ukraine. On avait vu, par exemple, le pouvoir russe tout au long du mois de décembre 2021 s'exprimer à plusieurs reprises là-dessus. Il y avait eu un texte qui avait été posé, qui alors avait d'ailleurs été décrit par les Européens comme étant une forme d'ultimatum. Ce texte, il expliquait notamment que les autorités russes jugeaient que l'OTAN était beaucoup trop proche des frontières de la Russie. Et dans ce texte, il y avait même l'exigence que l'OTAN recule, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, mais par exemple, en fait, ne soit plus que les pays de l'ancien pacte de Varsovie, les pays aujourd'hui d'Europe centrale qui ont adhéré, que ces pays s'en retirent. Alors évidemment, dans cette rhétorique aujourd'hui du président Vladimir Poutine, on est dans la formule, on ne sait pas exactement ce qu'il pourrait mettre sur la table face à Donald Trump. Et d'ailleurs, le porte-parole du Kremlin, ce samedi, quand on lui a demandé quelles seraient les conditions précises pour un cessez-le-feu, par exemple, il n'a pas voulu donner ne serait-ce qu'un indice. Ce qui est sûr, c'est que derrière cette expression, derrière cette phrase, il faut quand même lire une manière de marquer son terrain, de montrer les muscles, de vouloir prendre l'initiative à quelques heures de ce coup de fil très important entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Merci infiniment Anissa El Jabri pour les sous-titres. Encore une fois, c'est éclairant. Elle parle d'une rhétorique russe qui date de longue date, et ça, vous allez nous le confirmer, Christian Mégrelis. Mais je voudrais d'abord me tourner vers vous, Zoriana Agnac. Quand vous entendez résoudre les causes profondes du conflit, c'est-à-dire en gros vassaliser l'Ukraine, qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les causes du conflit, c'est les pseudo-nazis ukrainiens. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est raser l'Ukraine, c'est tout. Il veut l'Ukraine pour lui, parce que l'Ukraine est un pays riche, plein de ressources, et les Ukrainiens sont un obstacle pour lui. Et donc, depuis toujours, depuis que la Russie occupe l'Ukraine, depuis le XVIIIe siècle. Et dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous êtes vice-présidente du comité représentatif de la communauté ukrainienne en France. Donc vous discutez avec des Ukrainiennes et des Ukrainiens, à la fois au téléphone, en Ukraine et puis autour de vous. Cette séquence, ça fait 10 jours qu'elle dure. En réalité, cette guerre d'agression, d'invasion de la Russie, de l'Ukraine, ça fait 3 ans que ça dure. Mais voilà, on est dans une séquence diplomatique qui s'accélère et pour autant, j'ai l'impression que c'est retour à la case départ. C'est comme ça que vous le vivez en tant qu'Ukrainienne ? Oui, et puis on sait que Poutine, il veut pas la paix. Il veut pas du tout la paix. La paix, c'est les Occidentaux qui la veulent parce que ça les arrange bien évidemment. Ça arrangerait tout le monde. Les Ukrainiens aussi voudraient la paix. Mais Poutine ne veut pas la paix. Et d'ailleurs, on le voit. Récemment, on a vu qu'il y a des usines en production en Sibérie qui sont capables de fabriquer 6000 tonnes d'explosifs, ce qui permettrait de fabriquer 3 millions d'obus
au final, ce qui équivaudrait à plus du double des capacités combinées des États-Unis et de l'Europe. Hein. Donc, moi, je suis désolée, mais il veut la guerre, c'est tout. Et les Ukrainiens le savent, et c'est pour ça qu'il fait toujours tout pour retarder les négociations, parce qu'il veut gagner du temps et parce qu'il sait que ça n'aboutira pas, c'est tout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, encore une fois, les événements se précipitent et de tous les côtés. On apprend à l'instant, et Marc Semo, je voyais un peu opiner du chef, pas forcément être d'accord avec mes questions matinées d'interprétation peut-être, mais on apprend que la France, donc Monsieur Macron, Monsieur Starmer, également Monsieur Merz, le nouveau chancelier, d'Allemagne, veulent absolument parler à Monsieur Trump avant qu'il ne parle à M. Poutine. Absolument. Donc cette idée que toujours on cherche à tirer à soi Trump et que c'est le premier ou le dernier qui lui parle qui a raison. Oui, d'abord, comme c'est en général le dernier qui lui a parlé qui a raison, il vaut mieux être le dernier qui lui a parlé. Mais là, il y a un enjeu, c'est un moment de vérité. Parce que Trump veuille discuter directement avec Poutine, c'est normal. D'ailleurs, c'est ce qu'attend Poutine, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de dire, voilà, moi je suis comme j'ai dit, c'est l'époque soviétique, on est d'égal à égal, de superpuissance à superpuissance. La question, c'est pour lui dire quoi ? Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis 3 mois, il y a eu d'énormes progrès de la part de l'administration Trump sur la question ukrainienne. Il y a 3 mois, énorme progrès sur la question ukrainienne. Oui. Bon, tout a été accordé à la Russie. Pardonnez-moi de le dire comme ça. À l'époque, ils accordaient tout à la Russie. C'était l'humiliation de Zelensky dans le bureau ovale. Les Européens et les Ukrainiens étaient totalement mis hors jeu des négociations. Ils sont de retour à la table donc aujourd'hui, un dimanche à Kiev. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Donc aujourd'hui, malgré tout, les Européens sont dans le jeu. Macron et Starmer ont réussi à faire bouger en partie Trump. Il y a eu la rencontre, même si elle était surtout symbolique, de Zelensky avec Donald Trump. Le dernier plan qu'ont présenté les Américains avant les rencontres là à Istanbul par le général Keith Kellogg, qui est revenu dans la course, globalement reprend les hypothèses des Européens. Donc il y a quelque chose qui a bougé. Alors c'est évidemment prématuré, compte tenu des variations de Trump, de dire on a gagné, mais les choses ont bougé. D'où l'importance aujourd'hui de parler avec Trump avant pour lui dire voilà, il faut être ferme, il faut poser fermement la question du cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours et surtout ne pas céder là-dessus. Parce que le risque est quoi ? Medinski, qui est l'ancien ministre de la Culture, le négociateur en chef, qui était le négociateur en chef, à Istanbul, l'a dit ouvertement. Il a dit, citant Napoléon d'ailleurs, dans des interviews à la télévision Russia 1, il a dit voilà, Napoléon disait il faut mener la guerre et les négociations parallèlement. Et c'est exactement ce que veulent faire les Russes, comme ils l'ont fait dans toutes les guerres. Donc il est vital de mettre la pression sur Poutine, ne pas commencer à accepter ces trucs dilatoires, les causes profondes du conflit, qui est une manière de dire on continue la guerre, mais pour exiger un certain nombre d'engagements concrets. Et là-dessus, finalement, je terminerai là-dessus, ce qu'a fait Macron, ce qu'a fait Starmer, ces dernières semaines a payé. Ils ont réussi à faire un peu bouger Trump, et la question, c'est là-dessus de ne pas relâcher la pression. Une sorte de politique des petits pas diplomatiques, si j'écoute bien Marc Semo, menée par les Européens. Vous y croyez ? Vous avez conseillé Gorbatchev ? Écoutez, tout à l'heure, vous nous avez présenté une séquence de M. Poutine s'adressant... Bon, qu'est-ce qu'il y avait derrière Poutine ? Un tableau. Qu'est-ce qui représentait ce tableau ? Nicolas II, tsar de Russie. Vous vous rendez compte ? Oui. C'est ça la réponse. C'est pas une autre. C'est ça la réponse. On va voir comment est-ce que c'est interprété du côté de l'Ukraine, justement, où nous attend une de nos envoyées spéciales. Parce que là aussi, c'est intéressant d'aller prendre la température avec Claire Cambier qui nous attend sous un parapluie avec Vincent Wartner. Bonjour à vous. Il pleut donc à Kramatorsk. Vous vraiment vous approchez au plus près de la ligne de front et vous avez fait état, je me souviens, on a discuté un peu hier de difficultés que connaissent aussi sur le terrain et dans les tranchées et sur le front les militaires ukrainiens. Est-ce que vous pouvez nous rapporter un peu de ce que vous recueillez là-bas en termes d'état d'esprit et de morale ? Est-ce qu'il est dans les chaussettes du côté ukrainien ou au contraire, est-ce qu'on est prêt à combattre encore et encore ?
Bah, clairement, hein, le moral ici n'est pas bon, et notamment parce que la pression russe s'accentue. Vous le savez, cette nuit, il y a eu la plus grosse attaque de drones à longue portée qui s'est abattue sur l'Ukraine, plus grosse attaque depuis le début de la guerre. 273 drones, une soixantaine ont atteint leur cible. Hein, ça a touché plusieurs régions du territoire, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Quand les Ukrainiens regardent les rapports du front, eh bien, chaque jour, ils voient une petite avancée sur cette direction, une offensive dans une autre. Il voit bien hein, que le terrain est grignoté chaque jour, même si c'est à chaque fois des petites avancées, hein, 1 ou 2 kilomètres carrés, mais c'est quotidien. Et puis dernière annonce, dernièrement là, c'est le service de renseignement ukrainien, le GUR, qui a indiqué hein, que la Russie s'apprêtait à lancer un missile intercontinental sur le pays la nuit à venir. Alors il le précise, hein, ce sera normalement un tir expérimental, c'est-à-dire sans tête nucléaire, mais tout de même, on voit bien hein, cette pression qui s'accentue, la Russie qui montre les muscles et qui montre qu'elle est prête à continuer dans le futur. Alors forcément, le moral est dans les chaussettes, comme vous dites. Hein, les Ukrainiens, ils en ont marre, ils sont fatigués de cette guerre, ils ont envie que ça se finisse. Mais ce qu'ils nous disent, et vous le disiez un petit peu hein, sur ce plateau, c'est finalement, on a l'impression d'être dans l'impasse, puisque ce qu'on nous propose, c'est finalement une capitulation. On se serait battu 3 ans pour rien. Certes, ce serait un soulagement, ce serait l'arrêt des combats, mais pas sûr que ce soit ça qui remonte le moral des troupes et des citoyens. Merci à vous, Claire Cambier. Remercie également Vincent Wartner qui vous accompagne. Marc Semo, elle le dit très clairement, Claire Cambier, elle nous rapporte ce qui se dit sur le terrain. Vladimir Poutine ne veut pas la paix, il veut la victoire, la capitulation. Il veut la victoire. Donc ça sert à quoi cette petite politique des petits pas? Depuis le début de la guerre, il n'a jamais changé ses objectifs, c'est démilitarisation de l'Ukraine, dénazification entre guillemets de l'Ukraine, c'est-à-dire changement de régime, de gouvernement, neutralisation de l'Ukraine qui ne pourra pas adhérer à l'OTAN, etc. Et avec toujours en filigrane cette idée. Et là, vous nous racontez tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre. À reculer. C'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Vous nous dites, eh oui, les dirigeants européens se raccrochent au wagon, ils essayent d'arracher à M. Trump l'espoir d'une conversation et peut-être que ça va marcher. Regardez, on a progressé. Bah non, on n'a pas progressé. Il faut écouter Claire Cambier. Si, on a malgré tout progressé, parce que ça dépend. C'est pour ça que c'est un moment important. Mais à hauteur de militaires, non. À hauteur de soldats, non. À hauteur d'Ukrainiens, non. Décider ou non à effectuer sur la Russie. La pression au niveau de sanctions, parce qu'on continue à acheter du gaz russe en Europe, et notamment du gaz naturel liquéfié. En pression aussi sur les armes. On ne sait toujours pas, jusqu'ici, les armes que les États-Unis envoient à l'Ukraine, c'est toujours celles qui avaient été débloquées comme fonds par Joe Biden. Est-ce que maintenant, Donald Trump sera prêt, si Poutine continue à rester intransigeant, à dire clairement, voilà, on va livrer, comme il l'avait dit, c'est Yermak qui le cite, Andrei Yermak, le chef de l'administration présidentielle, dans l'interview au Monde, en disant que Trump lui a dit que si Poutine ne cède pas, etc., il était prêt à aider l'Ukraine comme on ne l'imagine pas. Et c'est tout l'enjeu. Est-ce que le